Les feuillaisons de Francis Ponge, étude de Claude Évrard. La thématique de l'arbre à l'étude dans 4 pièces du parti pris des choses, la fin de l'automne, le cycle des saisons, faune et flore, végétation. Le cycle des saisons. Francis Ponge, le parti pris des choses. Là de s'être contractés tout l'hiver, les arbres tout à coup se flattent d'être dupes. Ils ne peuvent plus y tenir. Ils lâchent leurs paroles, un flot, un vomissement de vers. Ils tâchent d'aboutir à une feuillaison complète de paroles. Tant pis, cela s'ordonnera comme cela pourra. Mais en réalité, cela s'ordonne. Aucune liberté dans la feuillaison. Il lance, du moins le croit-il, n'importe quelle parole, lance des tiges pour y suspendre encore des paroles. Nos troncs, pense-t-il, sont là pour tout assumer. Ils s'efforcent à se cacher, à se confondre les uns dans les autres. Ils croient pouvoir dire tout, recouvrir entièrement le monde de paroles variées. Ils ne disent que les arbres. Incapables même de retenir les oiseaux qui repartent d'eux, alors qu'ils se réjouissaient d'avoir produit de si étranges fleurs. Toujours la même feuille, toujours le même mode de dépliement et la même limite, toujours des feuilles symétriques à elles-mêmes, symétriquement suspendues. Tente encore une feuille, la même, encore une autre, la même. Rien en somme ne saurait les arrêter que soudain cette remarque: l'on ne sort pas des arbres par des moyens d'arbres. Une nouvelle lassitude et un nouveau retournement moral. Laissons tout ça jaunir et tomber. Vienne le taciturne état, le dépouillement, l'automne. Commentaire de Claude Évrard. Les marques de la nécessité. Le point de vue adopté par le texte s'appuie sur la connaissance de la fin. C'est en partie ce qui fonde ce discours de l'échec et conduit à faire de l'action des arbres une réaction velléitaire, une révolte illusoire, une libération rituellement promise au plus profond découragement. Mais cette dimension cyclique, marquée par la sanction inévitable du retour, n'est pas le seul agent de la nécessité. L'absence du moindre jeu dans la détermination qui s'exerce sur la végétation hypothèque elle aussi à l'avance la qualité même de sa parole. Les marques en sont multiples. On voit tout d'abord que ce jaillissement est irrépressible, comme si les arbres étaient eux-mêmes débordés par ce qui leur arrive. Ils ne peuvent plus y tenir, tant pis, cela s'ordonnera comme cela pourra. Jamais ils n'ont, semble-t-il, la moindre maîtrise de ce qu'ils font, ne dominent en aucun cas le processus qui les agite, qui semble inextinguible. Ce vomissement de verre, dont nous avons signalé plus haut le caractère carnavalesque, apparaît bien comme une réaction spasmodique, avatar de la diarrhée printanière, qui affecte subitement toute la végétation, ainsi qu'une étrange et brutale maladie. On remarque bien pourtant dans cette aventure un langage de la volonté et de l'intention. Il tâche d'aboutir, il lance, il s'efforce, mais ses actions sont constamment irréalisées, non seulement dès l'origine, par cet avertissement « les arbres tout à coup se flattent d'être dupes », mais aussi tout au long du texte par de nombreux signaux qui en dénoncent le caractère illusoire et vain. Il lance, du moins le croit-il, nos troncs, pense-t-il. Il croit pouvoir dire tout, incapable même de retenir, etc. Tout au long du récit résonne en aparté la voix même du conteur, jugeant de la valeur et de la crédibilité de ce qu'il rapporte, de sorte que l'histoire,
constamment torpillée de l'intérieur par le commentaire, se propose sans cesse par la complicité instaurée avec le lecteur, comme celle d'un effort immense, naïf et vain, d'une vaste illusion dont les acteurs, se dupant eux-mêmes, sont les victimes. Certes, ils produisent une parole, mais celle-ci, quoique particulièrement abondante et prolixe, flot, vomissement, feuillaison complète sont les termes qui la désignent, reste profondément univoque. À la diversité et à l'universalité d'une parole rêvée, il croit pouvoir dire tout, recouvrir entièrement le monde de paroles variées. À la diversité et à l'universalité d'une parole rêvée répond l'évidence d'une parole unique, qui n'est plurielle que par le nombre, puisqu'elle ne dit jamais qu'une seule et même chose. Ils ne disent que les arbres.